Travaillant comme serveuse sur un bateau de croisière, la femme fut choquée de réaliser que le millionnaire en face d'elle était son mari, décédé il y a 7 ans. La fin est surprenante. Avant de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de gaze blanche, baignant la chambre d'une lumière dorée et chaleureuse. Amélie Dupont, une femme de 28 ans aux yeux noisettes et aux cheveux châtains ondulés, se réveilla avec un sourire aux lèvres. Sa main glissa instinctivement vers son ventre, caressant la petite bosse qui commençait à se former. Elle était enceinte de jumeaux, une nouvelle qui avait rempli son cœur de joie et celui de son mari, Antoine, d'une émotion indescriptible. « Bonjour mes amours », chuchota Amélie, parlant à ses bébés tout en se redressant lentement dans le lit. L'espace vide à côté d'elle lui rappela qu'Antoine était parti tôt ce matin pour un voyage d'affaires. C était un homme d'affaires prospère, toujours occupé par de nouveaux projets et des réunions importantes. Amélie se leva et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un petit déjeuner nutritif. Tout en coupant des fruits frais, son esprit vagabondait vers les plans qu'elle et Antoine avaient faits pour l'avenir. Une plus grande maison en banlieue, un jardin où les enfants pourraient jouer, peut-être même un chien. Tout semblait parfait, comme un rêve devenu réalité. La sonnerie du téléphone interrompit ses pensées. Amélie s'approcha de l'appareil, s'essuyant les mains sur son tablier. « Allô ?» répondit-elle, s'attendant à entendre la voix d'Antoine. Mais ce N n'était pas lui. La voix à l'autre bout du fil était grave, officielle. « Est-ce que je parle à Madame Amélie Dupont ?»« Oui, c'est moi, » répondit-elle. Sa main agrippant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Il doit y avoir une erreur. Mon mari, Antoine... » « Je suis vraiment désolé, madame, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Nous avons besoin que vous veniez identifier quelques effets personnels que nous avons récupérés sur le lieu de l'accident. » Amélie laissa tomber le téléphone, ses jambes cédant sous son poids. Elle glissa au sol, le dos contre le mur, tandis que les larmes commençaient à jaillir de ses yeux. Ses mains tremblaient, alors qu'elle les posait sur son ventre, comme si elle voulait protéger ses bébés de la terrible nouvelle. « Non, s'il vous plaît, non !» sanglota-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Antoine, tu ne peux pas nous laisser comme ça. » Le monde qu'elle avait construit avec tant d'amour et de soin s'effondrait autour d'elle. Les rêves d'une famille heureuse, d'élever ses enfants aux côtés de l'homme qu'elle aimait, et s'évanouissaient, comme la fumée de l'accident qui avait supposément emporté la vie d'Antoine. Tandis que le soleil continuait de briller joyeusement dehors, indifférent à la tragédie qui se déroulait à l'intérieur de la maison, Amélie resta là sur le sol de sa cuisine, pleurant de façon inconsolable. Elle ne savait pas comment elle allait faire face à un avenir sans Antoine, comment elle allait élever 2 enfants toute seule. Ce qu'Amélie ne pouvait pas imaginer à ce moment de profonde douleur, était que ce N était que le début d'une série de événements qui mettrait à l'épreuve sa force, son amour et sa capacité à pardonner. Le destin lui réservait des surprises qui défieraient tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie et son mariage. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, sur une route solitaire, les restes fumants d'une voiture refroidissaient sous le soleil du matin. Et quelque part, loin de là, un homme qui ressemblait beaucoup à Antoine Dupont regardait par le hublot d'un avion, avec une expression de détermination et quelque chose d'autre dans les yeux, de la culpabilité peut-être, ou peut-être l'éclat d'un nouveau départ. 7 ans étaient écoulés depuis ce jour fatidique où Amélie avait reçu la nouvelle du supposé accident d'Antoine. Le temps, qui dit-on guérit tout, avait laissé ses traces sur le visage d'Amélie. Ses yeux, autrefois brillants de bonheur, reflétaient maintenant un mélange de détermination et de fatigue. Dans le modeste appartement qu'elle appelait désormais son foyer, Amélie préparait le petit déjeuner pour ses enfants. Sophie et Lucas, 2 enfants de 6 ans si semblables et pourtant si différents. Sophie, avec ses boucles châtaines et ses yeux noisettes, était le portrait vivant de sa mère. Lucas, en revanche, avait les cheveux lisses et foncés de son père, avec des yeux verts qui faisaient de parfois se serrer le cœur d'Amélie. « Maman, tu vas travailler tard aujourd'hui ?» demanda Sophie en grignotant une tartine. Amélie sourit avec tendresse. « Oui, mon amour, tante Claire viendra vous garder.
Mais demain, je serai avec vous toute la journée. Vous vous souvenez? C'est samedi. Lucas, qui avait été inhabituellement silencieux, leva les yeux de son assiette. Maman, pourquoi on n'a pas de photo de papa? La question tomba comme un seau d'eau froide sur Amélie. Elle respira profondément avant de répondre. On en a déjà parlé, mon chéri. Le feu de l'accident a tout emporté. Mais son souvenir est ici, dit-elle, montrant son cœur. Ce qu'Amélie ne disait pas à ses enfants, était la vraie raison pour laquelle il n'y avait pas de photo d'Antoine dans la maison. Après le choc initial de sa mort, les dettes étaient arrivées. Des montagnes de factures impayées, des prêts dont elle ne savait rien, des hypothèques sur des propriétés qu'elle n'avait jamais vues. L'empire commercial d'Antoine S. était avéré être un château de cartes qui s'était effondré avec sa disparition. Amélie avait été obligée de vendre tout ce qu'il possédait pour payer les créanciers. La maison, les voitures, même les bijoux qu'Antoine lui avait offerts. Les photos cesses étaient perdues dans le tourbillon des déménagements et des saisies, ou du moins, c'est ce qu'elle disait à ses enfants. La vérité était qu'elle avait gardé une seule photo d'Antoine, au fond d'un tiroir, incapable de la regarder, mais aussi de s'en débarrasser. Après avoir déposé les enfants à l'école, Amélie se dirigea vers son travail dans un petit café du centre-ville. Tout en servant des cafés et en nettoyant des tables, son esprit vagabondait, comme souvent, sur la façon dont elle en était arrivée là. Au début, après la mort d'Antoine, elle s'était plongée dans une profonde dépression. Enceinte de jumeaux et accablée par les dettes, elle pouvait à peine se lever du lit. C'est sa meilleure amie, Claire, qui l'avait sortie de ce gouffre. « Amélie, lui avait-elle dit, tes enfants ont besoin de toi. Antoine est parti, mais toi tu es toujours là, tu dois te battre. Et se battre. C'est ce qu'Amélie avait fait pendant les 7 dernières années. Des emplois mal payés, des nuits blanches à étudier pour obtenir un diplôme qui lui permettrait de trouver un meilleur emploi, des anniversaires célébrés avec des cadeaux modestes, mais pleins d'amour. Chaque jour était une bataille, mais Amélie la menait avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Amélie !» La voix de son patron la sortit de ses pensées. « Il y a un client qui demande après toi à la table 5. » Étonnée, Amélie se dirigea vers la table indiquée. Là, un homme d'âge moyen, en costume impeccable, l'attendait avec un sourire énigmatique. « Madame Dupont, » dit l'homme, tendant sa main, « je m'appelle Jean Mercier. Je suis représentant de la compagnie croisière de la Méditerranée. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Amélie serra sa main avec prudence. « Une proposition? Je ne comprends pas. Voyez-vous, » continua Jean, « nous recherchons du personnel pour notre nouveau bateau de croisière de luxe. Quelqu'un nous a recommandé vos services. Nous offrons un contrat temporaire de 3 mois, avec un salaire très compétitif et la possibilité d'emmener vos enfants avec vous. » Les yeux d'Amélie écarquillèrent. Un travail bien payé qui lui permettrait d'être avec ses enfants semblait trop beau pour être vrai. Mais des années de lutte lui avaient appris à être prudente. « J'apprécie votre offre, monsieur Mercier, mais... S'il vous plaît, l'interrompit-il, prenez le temps d'y réfléchir. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous aurez pris une décision. » Tandis que l'homme éloignait, Amélie resta à regarder la carte dans sa main. Pendant un moment, elle se permit de laisser une étincelle d'espoir s'allumer dans son cœur. Peut-être, après tout, la vie lui donnait-elle une seconde chance. Ce qu'Amélie ne pouvait pas savoir était que cette offre apparemment innocente serait le catalyseur d'une série d'événements qui ébranleraient les fondements de son monde. Le destin, toujours capricieux, était sur le point de révéler ses cartes, et Amélie découvrirait bientôt que le passé qu'elle croyait enterré était plus vivant que jamais. Quelque part en Méditerranée, sur le pont d'un yacht luxueux, un homme ressemblant étrangement à Antoine Dupont levait une coupe de champagne, trinquant à un avenir qu'il croyait assuré. Mais le vent était en train de tourner, apportant avec lui l'odeur d'un passé qui refusait de rester oublié. Le rugissement du moteur de l'avion résonnait dans les oreilles d'Amélie, tandis qu'elle regardait par le hublot, voyant la ville devenir de plus en plus petite. À côté d'elle, Sophie et Lucas observaient avec excitation les nuages qui ressemblaient à du coton. Était la première fois qu'ils prenaient l'avion, et l'excitation sur leur visage était évidente. Amélie n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était dans cet avion, en route pour un bateau de croisière de luxe pour travailler comme serveuse. Après des jours de délibération et de longues conversations avec Claire,
elle avait décidé d'accepter l'offre de Jean Mercier. La promesse d'un bon salaire et l'opportunité de passer du temps avec ses enfants dans un nouvel environnement avaient été trop tentantes pour être refusées. « Maman, tu crois qu'on verra des dauphins ?» demanda Sophie, ses yeux brillants d'anticipation. Amélie sourit, caressant les cheveux de sa fille. « C'est possible, mon amour. La mère est pleine de surprises. » Elle ne savait pas à quel point elle avait raison avec ces mots. Des heures plus tard, Amélie et les enfants se trouvaient sur le quai, contemplant avec étonnement l'énorme bateau de croisière qui serait leur maison pour les 3 prochains mois. Le Perle de la Méditerranée était une structure imposante de métal et de verre qui élevait majestueusement au-dessus des eaux turquoises. Madame Dupont, une voix familière la salua. Jean Mercier s'approchait avec un sourire, toujours impeccablement vêtu. « Bienvenue à bord. Permettez-moi de vous montrer vos logements. » Tandis qu'il suivait Mercier à travers les couloirs luxueux du bateau, Amélie ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. Ce monde d'opulence était si différent de la vie qu'elle avait menée ces dernières années. Sa cabine, bien que petite, était confortable et accueillante. Les enfants se jetèrent immédiatement sur les lits superposés, riant et se disputant pour savoir qui dormirait en haut. « Toi, le bateau part demain à midi », expliqua Mercier. « Vous avez jusqu'à ce moment-là pour vous familiariser avec le navire. Votre service commence demain soir dans le restaurant principal. » Après le départ de Mercier, Amélie s'assit sur le lit, observant ses enfants jouer. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, les choses allaient enfin s'améliorer. Les premiers jours à bord passèrent dans un tourbillon d'activités. Amélie s'adapta rapidement à son travail, trouvant une étrange paix dans le rythme frénétique du restaurant. Les enfants passaient leurs journées au club pour enfants du bateau, se faisant de nouveaux amis et profitant d'activités qu'Amélie n'aurait jamais pu s'offrir à terre. C'est le soir du 5e jour que cela se produisit. Amélie servait des coupes de champagne lors d'une fête sur le pont supérieur. La musique douce et le tintement des rires remplissèrent l'air. Soudain, une voix masculine derrière elle la figea sur place. « Un verre de chardonnay, s'il vous plaît. » Ce timbre, cette cadence, était impossible. Lentement, comme dans un rêve, Amélie se retourna. Et il était là. Antoine, son mari. L'homme qu'elle avait cru mort pendant 7 longues années. Le champagne se renversa du plateau qu'Amélie tenait, mais elle le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur le visage de l'homme en face d'elle. Il y avait quelques cheveux gris sur ses tempes, quelques nouvelles rides autour de ses yeux, mais était indéniablement lui. Antoine la regardait avec un mélange de choc et... était-ce de la culpabilité dans ses yeux? « Amélie » chuchota-t-il, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Le monde sembla s'arrêter. Les voix et la musique s'estompèrent en un bourdonnement lointain. Amélie avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. 1000 questions traverseraient son esprit en un instant. Comment était-ce possible? Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifiait? Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, une femme élégante s'approcha et s'accrocha au bras d'Antoine. « Chérie, où est mon verre ?» demanda-t-elle d'une voix mielleuse, apparemment inconsciente de la tension palpable entre Antoine et Amélie. C'est alors qu'Amélie le remarqua. L'alliance au doigt d'Antoine. Une bague différente de celle qu'elle lui avait donnée il y a tant d'années. La réalité la frappa avec la force d'un raz-de-marée. Non seulement Antoine était vivant, mais il avait refait sa vie. Ils étaient remariés. Il l'avait abandonnée, elle et leurs enfants. Sans dire un mot, Amélie tourna les talons et s'enfuit. Elle courut à travers les couloirs du bateau, les larmes brouillant sa vision jusqu'à atteindre sa cabine. Là, elle s'effondra sur le lit, sanglotant de façon incontrôlable. Comment cela pouvait-il être possible? Comment le destin pouvait-il être si cruel? Juste au moment où elle pensait que les choses s'amélioraient, son passé revenait pour détruire son monde une fois de plus. Pendant ce temps, à la fête, Antoine s'excusait précipitamment auprès de sa compagne et courait après Amélie. Son esprit était un tourbillon de panique et de culpabilité. Il ne s'était jamais attendu à la rencontrer ici. Sa nouvelle vie soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Dans sa cabine, Amélie finit par se calmer suffisamment pour penser clairement. Le choc initial cédait la place à une colère ardente. 7 ans de lutte, de larmes,
de nuits blanches à s'inquiéter de savoir comment elle nourrirait ses enfants le lendemain. Et tout ce temps, Antoine avait été vivant, profitant d'une vie de luxe avec une autre femme. D'une main tremblante, Amélie sortit son téléphone et composa un numéro. « Claire, c'est moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu contactes quelqu'un. Un détective privé. Il y a quelque chose que je dois enquêter. » Tandis qu'elle parlait, Amélie ne savait pas qu'elle était sur le point de démêler une toile de mensonges et de tromperies qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Le bateau de croisière qu'elle avait vu comme une opportunité d'évasion était devenu le théâtre d'une confrontation qui allait changer sa vie pour toujours. Et quelque part sur le bateau, Antoine Dupont faisait les 100 pas dans sa suite de luxe, essayant désespérément de trouver un moyen d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable. Le passé qu'il avait tant essayé d'enterrer avait ressurgi et menaçait maintenant de l'entraîner dans les profondeurs. Les jours qui suivirent la rencontre avec Antoine furent un tourbillon d'émotions pour Amélie. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son visage, ce visage qu'elle avait cru perdu à jamais. La colère, la douleur et la confusion se mélangeaient en elle, menaçant de la consumer. Mais Amélie n'était plus la même femme vulnérable d'il y a 7 ans. L'adversité l'avait forgée, la transformant en quelqu'un de plus fort, plus résilient. Et maintenant, cette force se manifestait par une détermination inébranlable à découvrir la vérité. Pendant ce temps, Antoine était pris dans sa propre tourmente intérieure. Il avait passé des nuits blanches à arpenter le pont du bateau, essayant de trouver le courage d'affronter Amélie. Chaque fois qu'il l'apercevait au loin, effectuant ses tâches de serveuse, il sentait comme si un poing glacé lui serrait le cœur. Une nuit, il rassembla finalement le courage de l'approcher. Amélie, l'appela-t-il doucement alors qu'elle nettoyait une table vide. Elle se raidit en entendant sa voix, mais ne se retourna pas. « Nous n'avons rien à nous dire, Antoine, » dit-elle d'une voix froide. « S'il te plaît, » supplia-t-il, « donne-moi 5 minutes, je te dois bien ça. » Amélie se retourna lentement, ses yeux brûlants d'un mélange de douleur et de fureur. « Tu me le dois? Tu crois que 5 minutes peuvent te compenser 7 ans d'abandon? 7 ans à élever tes enfants seuls, à lutter chaque jour pour survivre. » Antoine pâlit. « Des enfants? Tu veux dire que... » « Oui, Antoine, » cracha Amélie. « Tu as 2 enfants, des jumeaux, Sophie et Lucas. Ils sont nés 5 mois après ta mort. Le choc sur le visage d'Antoine était palpable. Il chancela comme s'il avait reçu un coup physique. « Je ne savais pas. »« Bien sûr que tu ne savais pas, » dit Amélie avec amertume. « Tu étais trop occupé à simuler ta mort et à commencer une nouvelle vie. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une voix les interrompit. « Tout va bien ici ?» Était Jean Mercier, l'homme qui avait embauché Amélie. Il regardait la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tout va bien, monsieur Mercier ?» répondit Amélie, se recomposant rapidement. Monsieur allait justement partir. Antoine ouvrit la bouche comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais en voyant le regard déterminé d'Amélie, il se contenta de hocher la tête et s'éloigna. Mercier se tourna vers Amélie. « Vous connaissez cet homme ?» Pendant un moment, Amélie envisagea de tout lui raconter. Mais quelque chose la retint. Un instinct, peut-être, lui disait de garder ses cartes près d'elle. « Non, » mentit-elle, « juste un passager difficile. » Mercier la regarda longuement avant d'acquiescer. « Bien. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'en informer. » Pendant ce temps, dans une autre partie du bateau, une femme élégante observait la scène de loin. Était Élise, l'actuelle épouse d'Antoine. Ses yeux se plissèrent en voyant l'intensité de la conversation entre son mari et la serveuse. Quelque chose ne collait pas, et elle était déterminée à découvrir quoi. Les jours suivants furent une délicate danse d'évitement et d'observation. Amélie faisait tout son possible pour rester loin d'Antoine, tandis que lui semblait être partout, ses yeux la suivant avec un mélange de remords et de désir. Élise, de son côté, commençait à remarquer des changements subtils dans le comportement de son mari. Il était distrait, agité. Elle le trouvait souvent en train de regarder par la fenêtre de leur suite, perdu dans ses pensées. Un soir, alors qu'il dînait au restaurant du capitaine, Élise décida d'aborder le sujet. « Antoine, man, dit-elle doucement,
Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire » Il la regarda, surpris. « Que veux-tu dire ?»« Tu agis étrangement depuis que nous sommes montés sur ce bateau, » répondit-elle. « Et ne crois pas que je n'ai pas remarqué comment tu regardes cette serveuse. » Antoine pâlit visiblement. « Élise, je... » Mais avant qu'il ne puisse continuer, un tumulte à l'entrée du restaurant attira leur attention. Amélie était là, discutant avec véhémence avec Jean Mercier. « Vous ne pouvez pas me renvoyer » s'exclamait Amélie. « J'ai besoin de ce travail. »« Je suis désolé, Madame Dupont, » répondait Mercier froidement, « mais nous avons reçu des plaintes concernant votre comportement. Votre présence dérange certains de nos passagers VIP. » Antoine se leva d'un bond, ignorant le regard perplexe des « Élise ». Sans réfléchir, il s'approcha de la scène. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne se sentait. Mercier le regarda avec surprise. « Monsieur Dupont, ceci ne vous concerne pas. C'est un problème interne. »« Au contraire, » répondit Antoine, « je connais cette femme, et je peux vous assurer que toute plainte à son encontre est infondée. » Amélie le regarda avec un mélange de choc et de confusion. Pourquoi la défendait-il? Élise, qui était approchée silencieusement, observait la scène avec une suspicion croissante. « Antoine, » dit-elle, sa voix tranchante comme la glace, « qui est cette femme ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux étaient fixés sur Antoine, attendant sa réponse. Il regarda Amélie, puis Élise, et enfin Mercier. À ce moment-là, il sut qu'il ne pouvait plus fuir la vérité. « Elle est... » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Elle est ma femme. » Les mots tombèrent comme une bombe dans le restaurant. Élise recula comme si on l'avait giflée. Mercier regardait Antoine et Amélie avec des yeux écarquillés. Et Amélie restait simplement là, une expression indéchiffrable sur le visage. À ce moment-là, comme si le destin voulait ajouter plus de drame à la situation, deux enfants entrèrent en courant dans le restaurant. « Maman !» crièrent Sophie et Lucas à l'unisson, courant vers Amélie. Antoine les regarda, et pour la première fois, il vit ses enfants. La ressemblance était indéniable. Il sentit le monde vaciller sous ses pieds. Élise, se remettant du choc initial, regarda les enfants puis Antoine. La compréhension se fit jour sur son visage, rapidement suivie d'une fureur glaciale. « Toi !» siffla-t-elle. « Tu es un menteur et un escroc !» Sur ces mots, elle tourna les talons et s'enfuit du restaurant, laissant derrière elle un silence stupéfait. Mercier, visiblement mal à l'aise, éclaircit la gorge. « Je pense que nous devrions tous nous calmer et discuter de cela en privé, » suggéra-t-il. Mais Amélie en avait assez. Prenant ses enfants par la main, elle regarda Antoine avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu as fait assez de dégâts, » dit-elle. « Laisse-nous tranquilles. » Sur ces mots, elle s'éloigna, emmenant les enfants avec elle. Antoine resta là, au milieu du restaurant, sentant que sa vie soigneusement construite de mensonges s'effondrait autour de lui. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, était que cette rencontre dramatique n'était que le début. Dans les profondeurs du bateau, le détective engagé par Amélie était en train de déterrer des secrets qui allaient bientôt ébranler les fondements de leur vie. La vérité, comme une marée implacable, était sur le point de faire surface, entraînant avec elle des révélations qui allaient changer le cours de leur destin à jamais. Le lendemain matin de la rencontre dramatique au restaurant, le perle de la Méditerranée semblait naviguer sous un nuage de tension. Les couloirs bourdonnaient de rumeurs et de spéculations, et des regards curieux suivaient Amélie alors qu'elle effectuait ses tâches quotidiennes. Dans sa cabine, Amélie essayait d'expliquer la situation à Sophie et Lucas. Les enfants, confus et effrayés, s'accrochaient à leur mère pour trouver du réconfort. « Mais maman, » demanda Sophie, « les larmes aux yeux, pourquoi papa a fait semblant d'être mort? Il ne nous aimait pas ?» Le cœur d'Amélie se brisa en entendant la question. « Oh, mon amour, » dit-elle, en serrant sa fille dans ses bras. « Parfois, les adultes font des erreurs terribles, mais cela ne signifie pas qu'ils ne vous aiment pas. » Lucas, toujours le plus introspectif des deux, regarda sa mère avec des yeux sérieux. « On va devoir quitter le bateau ?» Amélie soupira. « Je ne sais pas, mon chéri. Mais quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. C'est tout ce qui compte. » Pendant ce temps, dans la suite de luxe, Antoine affrontait la fureur glaciale de Élise. « 7 ans !» criait-elle. «
jetant des vêtements dans une valise. 7 ans de mensonges. Comment as-tu pu? Antoine, assis au bord du lit, la tête entre les mains, semblait avoir vieilli d'une décennie en une nuit. Élise, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Cracha-t-elle. Que tu es marié, que tu as des enfants, que toute notre vie ensemble n'a été qu'une mascarade. Ce N n'était pas une mascarade, insista Antoine, levant les yeux. Ce que je ressens pour toi est réel. Élise s'arrêta, le regardant avec un mélange de douleur et de mépris. Réel? Comment cela peut-il être réel quand c'est construit sur des mensonges? Avant qu'Antoine ne puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. C était Jean Mercier, accompagné de 2 hommes en costume. « Monsieur Dupont », dit Mercier d'une voix grave, « ces messieurs souhaitent vous parler. » L'un des hommes fit un pas en avant, montrant un badge. « Monsieur Dupont, je suis l'inspecteur Moreau. Nous enquêtons sur certaines irrégularités financières vous concernant. Nous avons besoin que vous nous accompagniez pour répondre à quelques questions. » Antoine pâlit visiblement. « Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il » L'inspecteur Moreau jeta un bref regard à Élise avant de continuer. « Monsieur Dupont, nous avons des raisons de croire que vous avez simulé votre propre mort il y a 7 ans pour échapper à des dettes et éventuellement commettre une fraude à l'assurance. Nous enquêtons également sur de possibles activités de blanchiment d'argent. » Élise laissa tomber la valise qu'elle tenait, regardant Antoine avec horreur. « Qu'as-tu fait » Antoine se leva, son visage un masque de panique. « C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. » Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, l'inspecteur Moreau l'interrompit. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer, monsieur Dupont. Pour l'instant, j'ai besoin que vous veniez avec nous. » Tandis qu'Antoine était escorté hors de la suite, Élise s'effondra sur une chaise, son monde écroulant autour d'elle. Dans une autre partie du bateau, Amélie recevait un appel inattendu. « Madame Dupont, je suis l'inspecteur Dubois. Vous m'avez engagé pour enquêter sur votre mari. » Amélie se tendit. « Oui, inspecteur, qu'avez-vous découvert ?»« J'ai peur que ce ne soit plus compliqué que nous le pensions, » répondit l'inspecteur. « Votre mari n'a pas seulement simulé sa mort pour échapper à des dettes. Il semble qu'il était impliqué dans un système de blanchiment d'argent beaucoup plus important. J'ai transmis ces informations aux autorités. » Amélie s'assit, sentant le monde tourner autour d'elle. « Du blanchiment d'argent? Mais comment? » « Apparemment, votre mari utilisait ces entreprises comme façade pour blanchir de l'argent pour des organisations criminelles, » expliqua l'inspecteur. « Quand les choses sont devenues difficiles, il a simulé sa mort pour échapper. Mais il a continué dans les affaires, cette fois en utilisant sa nouvelle identité et les connexions de sa nouvelle épouse. » Amélie ressentit un mélange de choc et de nausée. L'homme qu'elle avait aimé, le père de ses enfants, était un criminel. Soudain, les dettes, la vie de luxe, tout prenait un sens nouveau et sinistre. « Il y a autre chose, » continua l'inspecteur. « Nous avons découvert que M. Mercier, l'homme qui vous a embauché, est lié à l'organisation pour laquelle votre mari blanchissait de l'argent. Votre embauche, N, n'était pas une coïncidence. » Amélie haleta. « Vous voulez dire que... » »« Oui, » confirma l'inspecteur. « Vous et vos enfants avez été attirés sur ce bateau dans le cadre d'un plan. Nous ne savons pas encore exactement lequel, mais nous y travaillons. » À ce moment-là, comme si l'univers voulait souligner la gravité de la situation, la porte de la cabine d'Amélie s'ouvrit brusquement. Jean Mercier entra, son visage habituellement aimable maintenant un masque de froide détermination. « Madame Dupont, » dit-il, sa voix chargée de menaces, « je crois que vous et moi devons parler. » Amélie, le téléphone toujours à la main, regarda Mercier avec un mélange de peur et de détermination. À cet instant, elle sut que la véritable bataille pour son avenir et celui de ses enfants ne faisait que commencer. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité du bateau, Antoine était assis face aux inspecteurs, son visage un masque de défaite. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais tout vous dire, mais d'abord, j'ai besoin de savoir qu'Amélie et les enfants seront en sécurité. » L'inspecteur Moreau se pencha en avant. « Monsieur Dupont, si vous voulez aider votre famille, commencez par nous dire la vérité, toute la vérité. » Antoine hocha lentement la tête. « Tout a commencé il y a 8 ans, quand je me suis impliqué avec les mauvaises personnes. » Tandis qu'Antoine commençait sa confession, le perle de la Méditerranée poursuivait sa route.
inconscient du drame qui se déroulait en son sein. Mais les révélations qui étaient sur le point d'éclater menaçaient de créer des vagues qui s'étendraient bien au-delà des eaux de la Méditerranée, affectant des vies et des destins d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Le ciel au-dessus du perle de la Méditerranée S était assombri, comme si la nature elle-même reflétait la tempête émotionnelle qui se déroulait à bord. Des nuages menaçants s'amoncelaient à l'horizon, et la mer, auparavant calme, commençait à s'agiter. Dans sa cabine, Amélie faisait face à Jean Mercier, son cœur battant la chamade mais son regard ferme. « Monsieur Mercier, dit-elle, sa voix étonnamment calme, je crois que c'est vous qui avez quelques explications à donner. » Mercier la regarda avec un mélange de surprise et de respect réticent. Il ne s'attendait pas à ce calme de sa part. « Je vois que vous êtes plus informée que je ne le pensais, Madame Dupont. Mais j'ai peur que vous ne compreniez pas complètement la situation dans laquelle vous vous trouvez. » « Alors éclairez-moi, » répondit Amélie, croisant les bras. Mercier soupira, fermant la porte derrière lui. « Votre mari, Antoine, nous doit beaucoup d'argent. De l'argent qui appartient à des personnes très dangereuses. Quand il a simulé sa mort, nous pensions avoir perdu notre investissement. Mais ensuite, nous avons découvert qu'il était vivant, avec une nouvelle identité et une nouvelle fortune. Et moi, mes enfants? Quel rôle jouons-nous dans tout cela? Demanda Amélie, bien qu'elle craignait de connaître la réponse. Un moyen de pression, répondit simplement Mercier. Antoine s'est avéré être insaisissable. Nous avons pensé que vous avoir à bord pourrait le motiver à coopérer. Amélie sentit une vague de nausée. Nous sommes des otages, murmura-t-elle. Je préfère penser à vous comme à des invités motivationnels, dit Mercier avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. À ce moment-là, un coup de tonnerre résonna au loin, faisant brièvement vaciller les lumières. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité, Antoine poursuivait sa confession. « Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin, » dit-il, passant une main tremblante dans ses cheveux. Au début, ce haine n'était que de petites faveurs, déplacer de l'argent d'un compte à un autre, rien de trop suspect. Mais avant que je ne m'en rende compte, j'y étais piégé. L'inspecteur Moreau l'observait attentivement. Et la décision de simuler votre mort? Antoine ferma les yeux. Le poids de ses décisions passait visible dans chaque ligne de son visage. Les dettes s'accumulaient. Les hommes pour lesquels je travaillais devenaient plus exigeants, plus menaçants. J'ai pensé qu'en disparaissant, je pourrais protéger Amélie et le bébé à naître. Mais vous ne saviez pas qu'il s'agissait de jumeaux, commenta l'inspecteur. Non, répondit Antoine, sa voix brisée. Je ne le savais pas. Et maintenant j'ai perdu 7 ans de leur vie, 7 ans que je ne pourrai jamais rattraper. Sur le pont supérieur, Élise observait la tempête qui approchait, son esprit un tourbillon d'émotions. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur l'homme qu'elle aimait, elle s'était effondrée en l'espace de quelques heures. « Madame, » l'interrompit un membre d'équipage, « vous devriez rentrer, une tempête approche. » Mais Élise l'entendit à peine. Son esprit était ailleurs, passant en revue chaque moment de sa relation avec Antoine, cherchant des signes qu'elle aurait dû voir, des indices qu'elle aurait dû remarquer. De retour dans la cabine d'Amélie, la situation devenait de plus en plus tendue. « Que voulez-vous exactement de nous ?» demanda Amélie, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. Mercier s'approcha de la fenêtre, observant la tempête qui approchait. « C'est simple, en réalité. Nous voulons qu'Antoine nous rende notre argent, avec les intérêts. Et vous, Madame Dupont, allez nous aider à nous assurer qu'il le fasse. »« Et si je refuse ?» défia Amélie. Mercier se tourna vers elle, son visage sombre. « Pour le bien de vos enfants, je vous suggère de ne pas le faire. » À ce moment précis, la porte de la cabine s'ouvrit brusquement. Sophie et Lucas entrèrent en courant, suivis de près par une gardienne du club pour enfants visiblement agitée. « Maman !» cria Sophie, se jetant dans les bras d'Amélie. « Il y a une tempête !» Amélie serra ses enfants contre elle, regardant Mercier avec un mélange de défi et de supplication. L'homme observa la scène un moment avant d'acquiescer légèrement. « Nous parlerons plus tard, dit-il, se dirigeant vers la porte. « Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Madame Dupont. » Lorsque Mercier sortit, Amélie s'autorisa un moment de faiblesse, serrant fort ses enfants contre elle, tandis que les larmes qu'elle avait retenues coulaient enfin. Dans la salle de sécurité,
l'interrogatoire d'Antoine fut interrompu par un appel urgent. « Inspecteur Moreau », dit une voix à l'autre bout de la ligne, « nous avons des informations selon lesquelles il y aurait des éléments dangereux à bord du bateau. La tempête s'aggrave et nous craignons qu'il ne profite de la confusion pour agir. » L'inspecteur regarda Antoine, qui avait visiblement pâli. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, monsieur Dupont ?» Antoine hocha lentement la tête, la peur évidente dans ses yeux. « Les hommes pour lesquels je travaillais, ils sont plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Et s'ils sont ici... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'inspecteur Moreau était déjà en mouvement, donnant des ordres à son équipe. Pendant ce temps, sur le pont du bateau, un groupe d'hommes à l'expression sombre se réunissait, apparemment indifférents à la pluie qui commençait à tomber. L'un d'eux, un homme grand et imposant, observait la mer agitée avec un sourire froid. « Il est temps », dit-il simplement. La tempête rugissait autour du perle de la Méditerranée, les vagues frappant contre la coque du bateau. Mais la véritable tempête était sur le point de se déchaîner à l'intérieur. Des secrets longtemps enfouis étaient sur le point d'être révélés, et les vies de tous ceux à bord allaient être suspendues à un fil. Amélie, serrant ses enfants dans la sécurité temporaire de sa cabine, ne pouvait imaginer les dangers qui approchaient. Antoine, consumé par la culpabilité et la peur, se préparait à faire face aux conséquences de ses actions passées. Et quelque part sur le bateau, Élise prenait une décision qui allait changer le cours des événements d'une manière que personne ne pouvait prévoir. La nuit promettait d'être longue et avant l'aube, tous ceux à bord du perle de la Méditerranée seraient forcés de faire face à des vérités inconfortables et de prendre des décisions qui définiraient le reste de leur vie. La tempête faisait rage sur le perle de la Méditerranée, transformant la nuit en un chaos de vents hurlants et de vagues déchaînées. Le bateau tanguait dangereusement, ses lumières vacillant à chaque secousse, comme si le navire lui-même luttait contre les forces de la nature. Au milieu de ce chaos, Amélie courait dans les couloirs du bateau, Sophie et Lucas accrochés à ses mains. Les sirènes d'urgence hurlaient, se mêlant aux cris de panique des passagers qui tentèrent d'atteindre les points d'évacuation. « Maman, j'ai peur !» cria Sophie par-dessus le bruit de la tempête. « Tout ira bien. »« Mon amour !» répondit Amélie, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Nous devons juste atteindre les canaux de sauvetage. » Mais Amélie savait que les canaux de sauvetage N n'étaient pas leur seul problème. Les paroles de Mercier résonnaient dans son esprit, lui rappelant qu'il y avait des dangers à bord au-delà de la tempête. Dans la salle de contrôle du bateau, le capitaine luttait pour maintenir le cap, tandis que l'inspecteur Moreau coordonnait son équipe. « Nous devons évacuer le navire !» cria le capitaine. « Cette tempête est trop forte. Nous ne pouvons pas !» répondit Moreau. « Nous avons des criminels dangereux à bord. Si nous évacuons maintenant, ils pourraient s'échapper dans la confusion. » À ce moment-là, Antoine fit irruption dans la salle, escorté par 2 officiers. « Vous devez m'écouter !» cria-t-il. « Je sais qui ils sont et ce qu'ils veulent. » Moreau se tourna vers lui, les yeux plissés. « Parlez vite, Dupont. Nous manquons de temps. » Pendant ce temps, dans une autre partie du bateau, Élise se retrouvait face à face avec le chef des criminels, l'homme grand et imposant qui était sur le pont. « Madame Dupont, » dit l'homme avec un sourire froid, ou devrais-je dire, « Madame Vidal, votre mari nous a causé beaucoup de problèmes. » Élise le regarda avec un mélange de peur et de détermination. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais je n'ai rien à voir avec les affaires d'Antoine. » L'homme rit, un son qui glaça le sang de Élise. « Oh, mais si, vous avez à voir, plus que vous ne le pensez. Ne vous êtes-vous jamais demandé d'où venait tout cet argent ?» Avant qu'Élise ne puisse répondre, une explosion secoua le bateau, les faisant tous deux perdre l'équilibre. Dans le couloir menant au canot de sauvetage, Amélie et ses enfants se retrouvèrent soudain face à face avec Jean Mercier et 2 hommes à l'air menaçant. « Madame Dupont, » dit Mercier, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête, « j'ai bien peur que vous deviez venir avec nous. » Amélie poussa ses enfants derrière elle, son corps tendu comme un ressort. « Nous n'irons nulle part avec vous. » L'un des hommes fit un pas en avant, sortant une arme. Ce « N » n'était pas une demande. À cet instant précis, une autre figure apparut dans le couloir. C était Antoine, son visage un masque de détermination et de peur. « Laissez-les partir, Mercier !» cria-t-il. « C'est moi que vous voulez. »
Mercier se tourna vers Antoine, un sourire cruel courbant ses lèvres. « Tiens, tiens, l'homme du moment. Tu as choisi un mauvais moment pour jouer les héros, Dupont. » Pendant que cette confrontation se déroulait, l'inspecteur Moreau et son équipe s'approchaient silencieusement, se préparant à intervenir. Soudain, une autre explosion secoua le bateau, plus forte que la précédente. Les lumières s'éteignirent complètement, plongeant le couloir dans l'obscurité. On entendit des cris et le bruit d'une lutte. Quand les lumières de secours s'allumèrent, la scène était chaotique. Mercier gisait au sol, inconscient. Antoine se tenait devant Amélie et les enfants, son corps formant une barrière protectrice. L'inspecteur Moreau et son équipe avaient encerclé les autres criminels. « Vous êtes en état d'arrestation !» cria Moreau, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête et les sirènes d'urgence. Mais la victoire fut éphémère. Un craquement terrifiant résonna dans tout le bateau, et tous sentirent le perle de la Méditerranée commencer à s'incliner. « Le bateau coule !» cria quelqu'un. Au milieu du chaos, Antoine se tourna vers Amélie, ses yeux remplis d'un mélange d'amour et de remords. « Amélie, je... » Mais avant qu'il ne puisse finir, Élise apparut, courant vers eux. « Antoine, nous devons partir, maintenant !» Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Antoine regarda Amélie, puis Élise, puis ses enfants. Dans ses yeux, on pouvait voir le poids de toutes ses décisions, de toutes ses erreurs. « Va !» dit doucement Amélie, se surprenant elle-même. « Nous irons bien. » Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais un autre craquement du bateau l'interrompit. Avec un dernier regard de douleur et de gratitude vers Amélie, il prit la main d'Élise et courut vers les canots de sauvetage. Amélie, avec ses enfants accrochés à elle, se tourna vers l'inspecteur Moreau. « Et maintenant ?» Moreau regarda autour de lui, évaluant rapidement la situation. « Maintenant, Madame Dupont, nous allons sortir d'ici. » Tandis que le groupe courait vers les canots de sauvetage restants, le perle de la Méditerranée gémissait et tremblait, comme si le navire lui-même luttait pour rester à flot quelques minutes de plus. Au milieu de la tempête, avec le bateau qui coulait et le danger qui rôdait de tous côtés, Amélie réalisa que cette nuit marquait non seulement la fin d'une étape de sa vie, mais aussi le début d'une autre, une où elle devrait être plus forte que jamais, pour elle et pour ses enfants. Alors qu'il montait dans le dernier canot de sauvetage, Amélie regarda vers l'horizon orageux. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était déterminée à y faire face, quoi qu'il arrive. Le canot S éloigna du bateau de croisière qui sombrait, se perdant dans l'obscurité de la nuit orageuse. Et avec lui, il emportait les vies entrelacées de tous ceux qui avaient fait partie de ce drame en haute mer, laissant derrière lui un avenir incertain, mais plein de possibilités. Le soleil se levait à l'horizon, ses rayons dorés dispersant les derniers nuages de la tempête qui avait balayé la Méditerranée pendant la nuit. Sur le pont d'un navire des gardes-côtes, Amélie Dupont observait l'aube, ses bras entourant protectivement Sophie et Lucas, qui dormaient épuisés à ses côtés. Les dernières 24 heures avaient été un tourbillon d'émotions et de dangers, mais maintenant, dans le calme qui suit la tempête, Amélie pouvait enfin respirer et réfléchir à tout ce qui s'était passé. L'inspecteur Moreau s'approcha d'elle, lui offrant une tasse de café chaud. « Madame Dupont, » dit-il doucement, « nous avons des nouvelles. » Amélie le regarda, se préparant à ce qu'il allait dire. « Que s'est-il passé ?»« Nous avons localisé tous les canaux de sauvetage, » commença Moreau. « La plupart des passagers et de l'équipage sont sains et saufs. Quant à votre mari... » Amélie retint son souffle. « Antoine et sa femme, Élise, ont été retrouvés dans l'un des derniers canots. Ils sont vivants, mais Antoine est gravement blessé. Apparemment, il y a eu une bagarre dans leur canot avec certains des criminels qui avaient réussi à s'échapper. » Amélie ferma les yeux, assimilant l'information. Malgré tout ce qui s'était passé, une partie d'elle se sentit soulagée de savoir qu'Antoine était en vie. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Moreau soupira. « Antoine devra répondre de ses crimes. La fraude, le blanchiment d'argent. Ce sont des accusations graves, mais sa coopération dans les derniers moments et le fait qu'il ait aidé à sauver des vies pendant l'évacuation pourraient jouer en sa faveur. » Amélie hocha lentement la tête. « Et nous ? Vous êtes en sécurité maintenant, » assura Moreau.
Les principaux criminels ont été capturés ou n'ont pas survécu à la tempête. Jean Mercier est en garde à vue et fera face à des accusations pour son rôle dans tout cela. À ce moment-là, Sophie se réveilla, se frottant les yeux. « Maman, où sommes-nous » Amélie serra sa fille dans ses bras, embrassant son front. « Nous sommes en sécurité, mon amour. Nous rentrons à la maison. » Quelques heures plus tard, dans un hôpital de la Côte, Amélie se retrouva devant la chambre où Antoine se remettait. Elle hésita un moment avant d'entrer. Antoine était allongé dans le lit, relié à plusieurs moniteurs. En voyant Amélie, ses yeux se remplirent de larmes. « Amélie, » murmura-t-il, « je suis tellement désolé. Tout ceci, tout est de ma faute. » Amélie s'approcha du lit, son visage un mélange de émotions. « Antoine, tu as commis des erreurs terribles. Tu as blessé beaucoup de gens, y compris nos enfants et moi. » Antoine baissa les yeux, la culpabilité évidente dans chaque trait de son visage. « Mais, » continua Amélie, « je sais aussi qu'à la fin, tu as essayé de faire ce qui était juste. Tu nous as protégés sur le bateau. Je ne mérite pas ton pardon, » dit Antoine, la voix brisée. Amélie prit sa main, le surprenant. « Le pardon n'est pas quelque chose qu'on mérite, Antoine. C'est quelque chose qu'on donne. Et pour le bien de nos enfants, pour notre bien à tous, je choisis de te pardonner. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Antoine. « Merci, » réussit-il à dire. « Cela ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant, » précisa Amélie. « Tu dois faire face aux conséquences de tes actes, et tu auras besoin de beaucoup de temps pour reconstruire la confiance, surtout avec Sophie et Lucas. » Antoine acquiesça. « Je sais, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Je veux être le père qu'il mérite. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Élise entra. Elle s'arrêta net en voyant Amélie. « Je suis désolée, » dit-elle, reculant d'un pas. « Je ne savais pas que tu étais là. » Amélie se leva. « Ce n'est rien, j'allais partir. » Elle se tourna une dernière fois vers Antoine. « Les enfants et moi irons bien. Concentre-toi sur ta guérison et sur la façon de bien faire les choses cette fois-ci. » Alors qu'Amélie sortait de la chambre, Élise l'arrêta. « Amélie, je suis désolée aussi. Je ne savais rien de son passé, de toi et des enfants. » Amélie la regarda un moment. « Je sais. Nous avons tous été victimes des mensonges d'Antoine. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de choisir comment avancer. » Avec un dernier hochement de tête à Élise, Amélie sortit dans le couloir de l'hôpital où Sophie et Lucas l'attendaient avec l'inspecteur Moreau. « Ça va, maman ?» demanda Lucas, prenant sa main. Amélie sourit, un geste sincère qui illumina son visage. « Oui, mon amour, je vais mieux que jamais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Sophie. Amélie regarda ses enfants, puis l'inspecteur Moreau, qui acquiesça d'un air encourageant. « Maintenant, dit Amélie, nous rentrons à la maison. Nous allons recommencer, ensemble. » Tandis que la famille Dupont sortait de l'hôpital vers la lumière brillante du soleil, Amélie ressentit une sensation de paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. La route à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir. Dans les mois et les années qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. Antoine purgua une peine réduite grâce à sa coopération, et à sa sortie, il se consacra à reconstruire sa relation avec ses enfants, respectant toujours les limites fixées par Amélie. Élise, après beaucoup de réflexion, décida de suivre son propre chemin, mais maintint une relation amicale avec Amélie et les enfants. Amélie, quant à elle, utilisa son expérience pour aider d'autres femmes qui avaient traversé des situations similaires. Elle écrivit un livre sur son histoire qui devint un best-seller et commença à donner des conférences motivantes. Sophie et Lucas grandirent forts et résilients, avec l'amour inconditionnel de leur mère et le soutien d'un père qui, bien que tardivement, s'efforçait de réparer ses erreurs. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une histoire de tromperie et de trahison se transforma en un récit de rédemption, de pardon et de la force inébranlable de l'amour familial. Tandis qu'Amélie observait ses enfants jouer dans le jardin de leur nouvelle maison, avec Antoine assis à une distance respectueuse, elle sourit. La vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait prévu, mais d'une certaine manière, elle s'était avérée meilleure. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés et rosés. Était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un nouveau. Et cette fois,
Amélie était prête à écrire sa propre histoire, une page à la fois.